Propose de commencer l'audition. Donc, nous accueillons ce soir les représentants du syndicat des professionnels de l'énergie solaire Enerplan. Donc, Monsieur Daniel Boudre, son président, qui est accompagné du délégué général Richard Loyen et du responsable des affaires institutionnelles, Monsieur David Gréau, ainsi que Monsieur Antoine Huard, président du groupe de réflexion France Territoire Solaire. Alors, on va beaucoup parler peut-être d'autoconsommation ce soir. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, puisque, a priori, l'activité des professionnels que vous fédérez vise à fournir de la chaleur ou de l'électricité localement. Elle vise aussi à alimenter le bouquet électrique national et local au moyen des centrales de production. Vous indiquez en outre qu'Enerplan s'ouvre aux questions de stockage, d'électromobilité et de numérisation de l'énergie. Vous présentez votre activité en disant « Notre détermination, c'est faire aboutir rapidement une offre d'électricité et de chaleur solaire compétitive pour les Français et créatrice de valeur dans les territoires. Notre engagement, formuler des propositions crédibles et agir afin d'amplifier la dynamique du solaire au niveau national et dans les régions. » Vous envisagez d'abord l'autoconsommation sur le plan technique et vous estimez ainsi que des taux élevés d'autoconsommation peuvent être atteints sans avoir recours au stockage, que dans l'habitat individuel, les pics de consommation du matin et du soir peuvent être aisément déplacés aux heures solaires grâce à des dispositifs de pilotage intelligent de la demande permettant d'optimiser le taux de rentabilité. Tout ceci est sous forme de questions de ma part pour que vous nous expliquiez comment vous arrivez à ces objectifs, puisque beaucoup de personne que nous avons auditionnée précédemment nous a dit que le solaire, la nuit, ça ne servait pas à grand-chose et que c'était une énergie par essence non pilotable. Vous donnez aussi une dimension politique, je dis ça en retranscrivant de façon un peu caricaturale et rapide sans doute, des propos qui ont été tenus précédemment par des gens qui étaient dans des filières énergétiques peut-être différentes de la vôtre. Donc c'est pour vous inciter à nous expliquer comment on peut arriver à piloter cette énergie, à faire en sorte que la nuit, on puisse arriver à stocker l'énergie d'une façon ou d'une autre et à la restituer selon les besoins. Vous donnez aussi une dimension politique et sociale à l'autoconsommation. C'est un point important pour nous parce que on aimerait savoir en fait comment on peut-être déployer de l'autoconsommation sans non plus avoir le travers de l'autoconsommation qui fait que les gens qui pratiquent l'autoconsommation ne financent pas nécessairement la péréquation tarifaire de l'accès au réseau. Donc, comment on résout ce sujet qui est important pour les parlementaires et important pour les Français, qui est la péréquation tarifaire d'accès à l'électricité, au moins pour le raccordement réseau. Donc, d'abord, où en sera-t-on, si ma première question, où en sera-t-on dans 5 ans, horizon que vous avez vous-même retenu pour une faisabilité technique en matière de stockage. Ensuite, comment créer des réseaux décentralisés. Et dans ce cas, la somme des puissances nécessaires pour couvrir les pointes de consommation décentralisées ne sera-t-elle pas supérieure à la puissance de pointe requise par un réseau centralisé? Et enfin, la présentation avantageuse de l'autoconsommation et du stockage ne fait-elle pas l'impasse, c'est ce que je disais, sur la péréquation permise par un réseau centralisé? Donc, je pense, Monsieur Bourg, que vous allez commencer. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un exposé liminaire d'une petite quinzaine de minutes. Et puis, les membres de la commission d'enquête vous interrogeront à leur tour avec d'abord les questions de notre rapporteure, Madame Meignier-Millefer. Mais avant de vous passer la parole, je souhaiterais que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, vous prêtiez serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je souhaiterais que l'ensemble des personnes qui seront amenées à prendre la parole prêtent ainsi serment.
Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Monsieur Bourg, vous avez la parole pour une petite quinzaine de minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vais quand même repartir sur une description plus précise de la filière photovoltaïque dans son ensemble. Et peut-être qu'après, on abordera plus précisément l'autoconsommation, je dirais explicitement pourquoi. On va peut-être commencer simplement avec ce que prévoit la PPE dans le projet de PPE actuellement pour le solaire. C'est une courbe que vous voyez là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais qui montre une croissance très très forte du solaire telle qu'elle est prévue entre ce qui existe actuellement en 2019 et les objectifs qui sont en 2023 et 2028. Mine de rien, si on donne un chiffre plus précis, on part la part du solaire dans la production électrique, qui est actuellement de 2%, passerait à 10% en 10 ans. Donc on prévoit une croissance très forte du solaire sur cette période-là. Ça n'a pas été fait, c'est fruit du hasard. Ces chiffres-là correspondent grosso modo aux chiffres que nous avions présentés, c'est-à-dire qu'ils nous semblent réalistes, réalisables. On va voir un peu comment, et ce que ça induit au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental si on appliquait effectivement cette PPE et qu'on atteignait nos objectifs. Un premier point, je pense, qui est utile de bien rappeler et qui explique sans doute pourquoi est-ce que maintenant on s'appuie beaucoup plus sur le solaire, c'est l'évolution, je dirais, des tarifs, quels qu'ils soient, du solaire. Dans tous les cas, vous vous rendez compte que ça soit dans trois parties bien distinctes, qui sont la courbe du haut, le résidentiel, la courbe moyenne, c'est ce qu'on va dire l'ensemble des toitures, et la courbe du bas, c'est les centrales au sol. Vous vous rendez compte donc qu'il y a une courbe incroyable qui s'est passée en quelques années, puisque on a une diminution de près de 8 fois sur à peu près l'ensemble des uns des autres, tout au moins au sol, où on passe, si je regarde sur les toitures, on est plutôt à 5 fois, etc. Mais enfin, dans tous les cas, des fortes baisses, et ce qui explique une certaine appétence maintenant des uns et des autres pour dire, tiens, le solaire devient effectivement intéressant, et certainement beaucoup plus intéressant que ce qu'il était à l'époque. Quand on entre plus en détail, parce que cette histoire de coût est important, on se rend compte de l'évolution même pour le coût de ce que j'ai de la CSPE qui maintenant devient la TICFE, excusez-moi, qui montre aussi une chute complète du coût de chaque nouveau mégawatt qui va rentrer en raccordement. Vous voyez le coût en 2011, là encore avec la répartition résidentielle, toiture, sol. Vous le voyez pas? Alors, excusez-moi. Le rouge correspond au résidentiel. Le deuxième en gris, c'est le grande toiture, toutes les toitures qui sont non résidentielles. Et le vert correspond aux centrales au sol. Donc, c'est 118... Vous pouvez, oui, préciser même ce que vous montrez là, en fait. Oui, on précise ce qui est là. En fait, excusez-moi, parce que je me rends compte que ce qu'on vous présente là, c'est la répartition faite par Enedis, qui est une répartition qui ne correspond pas exactement à la répartition du marché. Parce que nous, on distingue vraiment le résidentiel, les grandes toitures, le sol. Ils ont, eux, une vision qui est plus une vision quantitative, c'est-à-dire qu'ils font le résidentiel, c'est toute installation de moins de 9 kg. Une toiture qui est entre 9 kg et 1 méga, c'est ce qui est en gris. Et ce qui est en vert, c'est tout ce qui fait plus d'1 méga. Alors, dans les faits, tout le sol est toujours effectivement dans le vert, mais il y a effectivement des toitures qui se baladent aussi dans le vert. On verra après les chiffres en les remettant vraiment sur les vraies répartitions de ce qui est, je dirais, un peu le marché du solaire. Ceci étant, ça ne change pas les grandes lignes je dirais, les grandes lignes indiquées et la baisse, effectivement, des tarifs du solaire. Ce que vous voyez simplement par ces chiffres, et c'est important, on le verra à côté, c'est qu'historiquement, le solaire avait un coût élevé pour ce qui était à l'époque la CSPE. Vous comparez maintenant à ce que ça coûte sur cette année, on passe donc de 613 millions d'euros par an en 2011
à 50 millions d'euros en 2018. Les chiffres qui vous sont indiqués ne sont pas les chiffres des nouvelles centrales, des derniers appels d'offres. Ce que vous voyez, ce sont les chiffres des centrales qui ont gagné des appels d'offres 2 ans auparavant. Donc c'est pour ça qu'on indique un peu, et là je pourrais rentrer plus dans le détail, mais je ne pense pas que ce soit le but maintenant, c'est simplement de vous montrer cette chute très forte des tarifs, qui a été effectivement encore plus sensible sur les centrales au sol, et que vous revoyez un petit peu à côté quand on est reparti. La page d'après, vous le voyez par tranche de 100 MW. Et là, pareil, vous voyez le coût de 100 MW pour le résidentiel, donc ce qui est en rouge, donc ce qui coûte effectivement plus cher et ce qui est normal. En gris, vous retrouvez cette position intermédiaire, donc des toitures de moins d'1 mégawatt, et en vert, mélange de toiture et sol de plus de 1 mégawatt. Vous allez vous projeter entre 2011, vous voyez maintenant le coût en 2018 pour, je dirais, la CSPE, et donc pour l'ensemble des aides entre guillemets publiques. Vous voyez bien qu'on divise par 10 sur sur les plus grandes centrales, et puis chacune des autres diminue aussi assez fortement, moins en résidentiel, mais toutes les autres diminuent bien. Donc ça, c'est ce qui va rentrer en coût supplémentaire chaque année sur l'aide aux renouvelables. Donc un historique qui est lourd, on reviendra dessus, et progressivement quelque chose qui diminue extrêmement fortement. Attends, c'est juste... oui, pas celle d'après. On a aussi voulu maintenant repréciser ça par rapport aux derniers appels d'offres. Donc, ce n'est pas celles qui sont raccordées actuellement, c'est celles qui seront raccordées probablement dans les 2 ans. Vous vous rendez compte que le prix a encore baissé. Le prix de marché moyen, alors là, pour les centrales au sol, on est à 58,86 € par mégawattheure. Le coût du soutien public n'est plus que de 6,67 € par mégawattheure, ce qui veut dire que ça coûte 867 000 € pour 100 mégawatts. J'insiste bien là-dessus, vous vous rendez compte que le sol actuellement, par rapport à un prix de marché, ne prélève quasiment rien sur les soutiens publics. Et plus on va aller dans le temps, plus les nouvelles centrales nécessiteront de moins en moins, effectivement, nous coûteront de moins en moins, voire amèneront de l'argent, on verra après par quel système, le soutien public. Alors, je vous arrête tout de suite, si vous imaginez de se dire, c'est très bien, on n'a qu'à arrêter les aides publiques. En fait, les aides publiques, et on le verra sur un tableau suivant, sont fondamentales parce que le prix de marché n'est pas du tout quelque chose de constant, il n'est pas forcément bien connu, et en termes de financement, le fait que l'État garantisse un prix donné favorise énormément la diminution des coûts. Donc, on est dans une logique qui est un peu différente par rapport à ce qu'on est habitué à côté. Vous avez les mêmes chiffres pour les centrales au sol, les centrales sur toiture, qui sont correspondant au dernier rappel d'offres. Là encore, elles ont fortement diminué, mais là encore, il y a besoin d'un soutien plus marqué de la puissance publique. En face, il ne faut pas l'oublier, c'est que ces centrales, et notamment sur les centrales au sol, amènent un certain nombre de recettes. Et on a très souvent un petit peu, on les oublie, ces fameuses recettes. Si vous revenez sur la page précédente, vous les voyez là, déclinées par grandes catégories. L'IFER, on pourra refaire un point dessus, qui est un impôt qui est cher pour le solaire, qui est certainement l'énergie qui paye le plus d'IFER par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à n'importe quelle autre énergie. Et ensuite, on les décline, les taxes foncières, la CVAE, la CFE, l'impôt sur les sociétés. Et vous arrivez pour 100 mégawatts à une contribution fiscale d'1 367 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur la base du prix de marché actuel, on aurait donc un gain pour, je dirais, les fonds publics de la différence entre le 1 367 000 et les 867 000 pour les centrales
qui sont lauréates au dernier appel d'offres. Vous voyez bien qu'on change un peu complètement de paradigme avec ce qu'on a connu historiquement. On est donc dans un secteur où de la compétitivité du solaire a permis effectivement progressivement de coûter de moins en moins cher et maintenant d'être dans une phase plus positive. On l'illustre aussi de manière encore plus explicite avec le tableau suivant. Le soutien de l'État, c'est de garantir un prix donné aux producteurs. En face de ça, on doit mettre chaque kilowattheure sur le marché. Et donc, on touche le prix de marché. Et le différentiel, c'est ce que va donner l'État pour, effectivement, à garantir ce prix qui a été obtenu lors d'un appel d'offres. La situation change un petit peu, c'est que le prix de marché, il évolue. Il évolue chaque jour. Et si on prend le M0, le M0 correspond bien à la production, au coût de marché correspondant aux heures de production du solaire. Donc ça n'inclut pas les heures de pointe du soir, de la nuit, etc. On parle bien de la courbe correspondant à la production du solaire. Et on se rend compte avec ces tableaux, en prenant le prix de marché de 2017, les points noirs, les points rouges que vous voyez, ce sont les points des grandes centrales au sol, les points jaunes pour les plus petites centrales au sol. Et chaque fois qu'un point est en dessous de la ligne bleue, ça veut dire que même maintenant, l'État va retoucher de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un système où il va donner de manière permanente de l'argent, mais il y a des périodes où ça va être l'inverse, il y aura une reversion. Et plus on va avancer dans le temps, plus cette reversion sera importante. Pourquoi? Parce que le prix de marché a tendance à monter et que le solaire, à l'inverse, lui, de toute façon, il a un prix qui a été déterminé par un appel d'offres et va rester pendant 20 ans à ce niveau-là. Donc on est déjà pour les centrales au sol à un niveau de compétitivité qui fait que le coût pour la collectivité, et pour l'instant, on l'a montré tout à l'heure, était positif pour la collectivité. N'en déduisez surtout pas, et j'insiste dessus, qu'on puisse se passer forcément des appels d'offres, etc. Ces appels d'offres, je vous l'ai dit, donnent de la visibilité. On est une énergie, ça s'amortit sur 20 ans. On a besoin de visibilité. Si on était sur le marché purement et simplement, on aurait un coût financier qui serait plus que doublé, uniquement parce qu'il n'y a pas de visibilité et que chacun prendrait plus de précautions. Les banquiers, les investisseurs, ce qui est normal, il n'y a pas de visibilité. Quand il y a cette garantie, entre guillemets, de l'État, on considère que les investisseurs, les financiers sont en sécurité, acceptent des taux extrêmement bas, il faut être honnête, actuellement le coût de l'argent n'est pas élevé, mais les investisseurs acceptent aussi des rendements qui sont bas, et ce qui explique pourquoi est-ce qu'on est arrivé aussi rapidement à une compétitivité du solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, quand l'État investit dans le solaire, c'est vraiment de l'investissement, c'est même plus de l'aide, c'est de l'investissement parce qu'il y aura un retour sur les 20 ans. Et maintenant, on le sait, parce que les courbes là le montrent déjà. Oui, mais le marché, je rappelle, alors là, après, on peut faire des plans sur la comète sur le prix de marché. Comme le solaire est probablement des moins chers actuellement que de toutes les énergies, si le prix de marché est beaucoup plus bas, il y aura beaucoup d'énergies qui seront en grande difficulté si on s'appliquait ça complètement. Donc s'il y a une logique quand même par rapport au marché, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des moments de crise, il y a même des moments où le marché est négatif. Donc on le sait que ça, mais par contre, il y a une moyenne qui est établie et toutes les prévisions, alors celles qui ont été faites dans le plan de la PPE, prévoient quand même une augmentation régulière du prix de marché. On peut en débattre des heures, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourra réellement répondre là-dessus et nous dire quel sera le prix de marché futur. Maintenant, revenons sur le coût global, finalement, là, on a mis les coûts globaux de l'ensemble des ENR, mais vous voyez aussi la part du solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût historique est lourd. C'est ce coût-là qu'on paye actuellement. Ce n'est absolument pas les nouvelles centrales. C'est absolument pas dans la PPE, puisqu'on passe de 8 gigawatts à 40 gigawatts. Les futurs gigawatts coûteront, puisque vous voyez les petites parties jaunes
que vous voyez dans les trains, donc sera absolument mineur par rapport à, je dirais, au coût bien sûr historique et par rapport même à ce que rapportera tout court le solaire à l'ensemble de l'économie et directement aussi à l'État. Excusez-moi. Vous avez le gris, il pourrait avoir les différentes couleurs de répartition qui c'est précédent. Ça, on peut vous le fournir. Je crois que c'est vrai qu'on n'a pas. Si on l'a en backup. On vous le montrera. Vous voulez le voir tout de suite ou... Non, tout à l'heure. On l'a. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté là. Bon, un point assez rapide aussi qui fait que le solaire pourrait même être plus compétitif si on le voulait, si on ne mettait pas un certain nombre de spécificités qui sont propres à la France, qui sont dans certains cas tout à fait logiques et notamment dans le cas de la transition énergétique. C'est-à-dire que vous prenez le prix de dernier appel d'offres pour les grandes toitures et on a mis indirectement tous les surcoûts qu'on a eus parce qu'il y a des spécificités françaises qu'on ne trouve pas dans les autres pays, notamment en Allemagne. Et ce qui est important, parce que souvent on s'amuse à comparer les résultats des appels d'offres d'un pays à un autre, il faut donc pouvoir comparer la même chose. Si on considère les trois principaux que nous avons vus, il y a d'abord le bilan carbone, donc qui était un point important, parce que ça aboutit à ce que la France met des panneaux de plus en plus performants en termes de bilan carbone. Ça a considérablement chuté sur les dernières années et on verra après toutes les conséquences au niveau de l'environnement, mais c'est quelque chose qui, pour moi, a une logique par rapport à la transition énergétique. La S3 ENR, c'est un choix qui a été fait par la France, qui est de dire de faire supporter aux ENR tous les coûts du réseau. Je ne parle pas du raccordement de la centrale au réseau, je parle de l'amélioration et de l'adaptation du réseau pour recevoir toutes ces entités à travers le territoire. Il y a des pays qui ont choisi de le faire payer sur la totalité et pas spécifiquement pour les producteurs. En France, on a choisi de le faire payer par les producteurs par ce qu'on appelle la S3 ENR et qui est pour nous un facteur un peu d'inquiétude parce qu'on sait qu'actuellement il y a des plans pendant les 10 années qui viennent qui prévoient un peu une explosion de ce poste-là. Donc pour nous, c'est un poste à suivre et qui posera un certain nombre de questions. Le troisième point de surcoût, et c'est celui dont on a parlé actuellement, c'est l'IFER. L'IFER, c'est un impôt qui a été décidé il y a à peu près une dizaine d'années. Le but avoué à l'époque était de dire que c'était pour bien ancrer le renouvelable avec le territoire. C'est en fait un vrai impôt qui pèse très lourd dans le solaire, ce d'autant plus que les taux, historiquement, quand vous aviez une centrale qui était à 400 € le mégawattheure, l'IFER ne pesait pas très grand-chose. Quand vous êtes à 5 ou 6 € le mégawattheure et que vous payez toujours le même IFER, par rapport au chiffre d'affaires, ça fait flamber le coût de là-dedans. Il faut savoir que le solaire et l'éolien sont ceux qui ont le taux le plus élevé, le double de nucléaire, le double du thermique, ce qui est étonnant au moins par rapport au thermique. Deuxièmement, comme le solaire produit en nombre d'heures moins que tous les autres, vous voyez bien en chiffre d'affaires, c'est celui qui en prend le plus sur la figure. C'est dommage parce que c'est un point aussi qui est important de la discussion sur les fers, c'est de savoir s'il est bien fléché là où il devrait être. Notamment, est-ce qu'il est assez bien fléché sur les communes, notamment les communes rurales qui sont là où se trouve l'essentiel des centrales et qui actuellement en bénéficient relativement peu puisque ça part soit dans l'interco, soit dans l'agglo, soit au niveau du département et que leur part à eux est souvent assez minime. Donc vous obtenez tout ce prix-là, vous voyez, de 45,8, ce qui, mine de rien, fait une différence significative entre les deux. Pour nous, il ne s'agit pas du tout de protester par rapport à ça. C'est un choix réglementaire, c'est un choix, je dirais, politique qui a été fait. Je dis simplement, ne l'oubliez pas dans les comparaisons des uns et des autres, puisque c'est des choses qui sont spécifiques et qui pèsent lourd pour des gens comme nous. Alors, on s'est efforcé donc à montrer bien dans un premier temps l'aspect, je dirais, financier du coût du solaire par rapport pour la collectivité, donc un coût qui devient extrêmement réduit, quasi nul pour les toitures, pour le sol,
un petit peu, qui va encore rester un petit peu pour les toitures. Donc, c'est la situation. Mais on peut considérer qu'au niveau de la compétitivité, on a fait l'essentiel du chemin. Parlons maintenant, effectivement, des autres aspects qui me semblent importants quand on déploie une nouvelle activité comme ça, à savoir notamment l'activité, je dirais, d'une filière et notamment les emplois qui peuvent être créés par cette filière photovoltaïque. Là, ce qu'on vous montre, ce sont des chiffres d'une étude qui a été faite avec l'ADEME et avec, je crois, la société CARE, qui a été faite en liaison avec notre syndicat, pour justement essayer de mettre en musique un peu qu'est-ce qui se passerait au niveau des emplois si on appliquait la PPE telle qu'elle est prévue, au moins jusqu'en 2023. D'abord, vous voyez que dans un premier temps, on a eu un très faible, une forte diminution de l'emploi, puisqu'on était divisé par deux. Ça, c'est le suite au moratoire, qui a été très violent et qui montre une bonne fois pour toutes que quand on coupe de la visibilité à une activité économique, c'est dramatique au niveau de l'emploi. Et que comme par hasard, dès qu'on a commencé à redonner de la visibilité, on a commencé à recruter progressivement, et ce, de plus en plus. La question qui est posée, c'est là, vous avez effectivement une courbe, je dirais, qui est assez prudente. Nous, on considère que en fait, les recrutements ont été plus importants que ça. Donc ça, c'était estimé sur une base 2015. On va faire réactualiser ce tableau-là pour montrer les créations. Nous, on considère que par rapport à 2015, en 2028, on doit être capable de créer 20 000 emplois supplémentaires. Donc ça, vous retrouvez indirectement là. Pardon? Non, 20 000 emplois supplémentaires. C'est-à-dire supplémentaires par rapport à 2015. C'est-à-dire par rapport, je dirais, au point bas qui était de 7 000, on atteindra 25 000, 30 000. Ça sera pareil. Ça me paraît raisonnable. La question qui est souvent posée, c'est pour ça que c'est si difficile de mesurer les emplois, c'est qu'il y a énormément d'emplois indirects où il y a des bouts qui sont liés au solaire, des bouts qui sont liés à d'autres activités, et répartir les uns les autres n'est jamais un exercice facile. On revient rapidement sur quelques idées reçues sur l'énergie solaire, parce que c'est des idées qu'on entend souvent et qui, quelque part, viennent, moi, de ce que j'ai appelé le péché originel du solaire. Le péché originel du solaire, c'est d'avoir connu un engouement incroyable dans les années 2009-2010, qui aboutit à un moratoire et qui a été basé avec un certain nombre de faits qui étaient à l'époque vrais et qui, quelque part, dans le collectif, au moins pour certains d'entre eux, est resté vrai. Donc nous, on tient absolument à ce que ces points soient redits pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on ne ressorte pas des arguments qui ne sont plus d'actualité. Alors la première que tout le monde connaît bien, c'est qu'on fait du Made in China, que tout vient de Chine et que ça nous coûte extrêmement cher. Alors deux commentaires là-dessus. La première, il est tout à fait vrai que la Chine est de loin le premier producteur mondial, mais il est aussi tout à fait vrai que maintenant la Chine produit avant tout pour son propre pays. Ce qui fait que quand on regarde d'où viennent les panneaux qui sont importés en France, vous vous rendez compte que le pays, la Chine, n'est pas jamais dans le premier. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leurs panneaux chez eux et que donc cette vérité n'est plus vraie. En fait, on distingue toujours au niveau de la fabrication du panneau, il y a trois niveaux. Premier niveau, c'est la fabrication, on dirait, des plaquettes, des lingots, puis des plaquettes qui sont faites. Là, actuellement, la grande majorité qui est faite provient de la Norvège et en partie de la France. C'est la partie qui est la plus énergétivore, celle qui était la plus importante si on veut baisser l'empreinte carbone. Pourquoi est-ce que la Norvège est spécialisée là-dedans? C'est qu'avec ses barrages, elle arrive à avoir une empreinte carbone extraordinairement faible de son énergie, et que quand on fait en France, de fait aussi, on a une empreinte carbone qui est aussi assez faible. Comme dans les appels d'offres, parce qu'il y a une incitation à obtenir les bilans carbone le plus faible possible, il y a un encouragement qui est là-dedans, la profession et tout le monde a intérêt à le faire et à jouer le jeu, et ce qui explique donc pourquoi on fait appel avant tout à des fabrications de wafers et donc de lingots de la part de Norvège et de France. Pour les cellules elles-mêmes,
elles viennent avant tout de Corée. Et c'est vrai que cette partie-là est une partie faible européenne et que ça vient essentiellement d'Asie, on va dire globalement d'Asie. Pas forcément, assez finalement peu de Chine, beaucoup de la Corée, des Philippines, etc. Le troisième élément, c'est le montage, qui est une partie qui est souvent un peu, j'allais dire, entre guillemets, méprisée, et à tort, parce que c'est là où beaucoup d'économies et d'ergonomie se font. Le montage, c'est à partir des cellules, comment vous allez fabriquer un panneau complet. Donc c'est l'addition de toutes les cellules et le positionnement et la solidité de ce qui va être fait donc c'est une étape importante. Là, dans la fabrication, la France est relativement bien représentée actuellement et c'est un point important qu'il faut souligner, notamment pour le futur. Deuxième idée répandue et qui nous semble... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite sans trop détailler? Et puis, je pense que mes collègues et la rapporteure pourront vous reposer des Bien questions sûr, précisément sur ce qu'il faut détailler. bien sûr. Bon, dans ce cas, je vais aller très vite Non, mais il y a pas la partie intermittence est intéressante parce qu'il y a la partie stockage, autoconsommation aussi sur lequel j'aimerais que vous puissiez intervenir ça, pour que vous le plutôt pour les fassiez. questions, ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, juste dans ce cas-là, je vous laisse relire ça tranquillement, mais en termes, c'est juste... Parfait. Le panneau solaire, donc la production, l'économie entre guillemets de CO2. Maintenant, il faut de 3 ans à 5 ans pour retrouver entre guillemets tout le CO2 nécessaire à la fabrication. Historiquement, on a été à des niveaux beaucoup plus bas. Là encore, on pourra répondre aux questions. Un point important, c'est qu'actuellement, dans le plan qui est prévu pour passer de 2% à 10%, on n'a pas besoin de backup. C'est-à-dire que le réseau solaire, c'est RTE qui nous le dit, c'est pas nous qui l'affirmons. Tant qu'on reste dans ce cap de 10%, ils ont la capacité de gérer, grâce à justement, parce que le solaire étant très prévisionnel et très facile à prévoir dans le temps à quel moment on va produire, etc., ils n'ont pas besoin de ce backup. Dernier point, et ça c'est aussi un peu un point important, l'intermittence. Une centrale solaire, ça produit du matin au soir. Comme vous dites, ça ne produit pas le soir, mais ça produit quand même toute la journée. En termes de total, on n'arrive qu'à 15%, parce que le matin, on produit un peu tôt, puisqu'il peut y avoir des nuages, etc. Mais le bilan, il est bien sur à peu près 47% du temps d'une journée, une centrale solaire produit. C'est une variable, certes, mais elle est très prédictible. C'est-à-dire que pour les gestionnaires de réseau, le solaire ne pose pas de problème, je vous ai dit jusqu'à la limite de 10%, de pouvoir l'inclure dedans. Donc la question, mais on en parlera plus tard, c'est justement qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 10%, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut participer justement et compenser cette intermittence. Mais je me permettrai, ça, je conclurai un peu rapidement là-dessus. Quand vous tombez sur toutes les données qui sont marquées noir sur blanc sur la page suivante, vous vous rendez compte que finalement, on coche à peu près toutes les cases, je pense, qui vont bien dans la transition énergétique. Au niveau de la compétition, au niveau de l'activité, j'insisterai sur le fait que sur l'activité, on en sera d'autant plus forte qu'on nous maintiendra cette visibilité que nous avons actuellement. Le côté sur le retombée sur le territoire et la collectivité, c'est un point important. On pourra y insister plus tard, mais c'est vrai que très directement, la plupart des centrales solaires se font sur des communes rurales, qu'on devrait donc amener des revenus, ce d'autant plus qu'il y a beaucoup de terrains communaux qui sont effectivement transformés en terrains solaires et que c'est donc des revenus supplémentaires qui viennent d'un certain nombre de communes de France et qui est loin d'être négligeable. Le coût du soutien, on en a abordé, il est relativement faible. Les bénéfices environnementaux, je pense qu'on pourra revenir dessus. Un point important, c'est l'occupation des sols, puisque c'est un des enjeux qui va se passer sur les prochaines années. Comment est-ce qu'on arrivera effectivement à passer de 8 gigawatts à 40 gigawatts? Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau des terrains? On a besoin pour ce faire, si on suit les plans de la PPE, de 2000 hectares par an. C'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a de loin privilégié le fait que sur ces hectares de terrain, on les pousse et on nous pousse
à ce que ça soit fait sur des terrains dits artificialisés. Je dirais que pour l'instant, et donc dans les appels d'offres, il y a clairement des points supplémentaires significatifs pour permettre justement d'aller vers ces terrains artificialisés. On pourra revenir dessus après, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Sachez qu'au dernier appel d'offres, 73% des lauréats étaient sur des terrains artificialisés. Bon, le patrimoine, effectivement, on peut le revaloriser, mais ça, c'est des terrains qui étaient effectivement inoccupés, délaissés, etc., qui reprennent de la valeur. Pareil pour un certain nombre de toitures. Et effectivement, cette histoire de sensibilisation. Pour aller rapidement et passer aux questions, moi, je veux juste conclure sur les points qui sont effectivement toutes ces projections et qui sont à la fois quels sont les enjeux pour atteindre ces objectifs harmonieusement, j'insiste sur ce mot parce qu'il nous semble fondamental, et quels sont les points qu'on doit régler. J'en cite 3, je serai à votre disposition pour en reparler de manière significative. Il y a tout le problème des permis de construire qui marche mal en France, il faut le dire noir sur blanc, donc je serai ravi de pouvoir en reparler avec vous. Il y a tout le problème de la symbiose avec l'agriculture, c'est comment est-ce qu'on peut être un allié avec l'agriculture, comment est-ce qu'on peut ramener des revenus à l'agriculture, mais sans perturber l'agriculture et sans prendre des terres agricoles et les envoyer pour une autre utilisation. On a un autre aspect très important qui est le respect de la concurrence. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que d'une activité qui était avant tout faite par des PME et des ETI, on a tous les grands groupes qui viennent, ce qui est très bien, ce qui est une marque de reconnaissance. Ceci étant, la question est souvent posée que on doit répondre à des appels d'offres pour souvent obtenir des terrains. Donc on répond à un premier appel d'offres qui nous donne une maîtrise foncière et qui permet de répondre à un deuxième appel d'offres qui est celui de la Creux. Le premier appel d'offres, il est sûr que, et on est très vigilant dessus, si les terrains de l'armée étaient donnés à un seul ou deux opérateurs, parce que c'est fait globalement, on tapera sur la table très fort en disant non-respect de la concurrence, et on sera très vigilant que l'ensemble des acteurs du solaire puissent répondre de manière tout à fait transparente et homogène aux différents appels d'offres. Le futur du solaire, on a dit pendant 10 ans, on n'a pas on n'est pas omnubilé par l'intermittence, puisqu'on est capable, jusqu'à 10%, d'avoir un réseau qui l'absorbe. Ceci étant, en 2028, c'est demain. Et si on ne fait rien en 2028, on va vite me poser un problème. Donc on se doit d'anticiper ce qui va se passer après 2028. Partant d'un principe que le solaire continuera à diminuer et qu'il n'y a pas de raison que l'appétence pour le solaire diminue. Un autre avantage du solaire, c'est qu'en plus, on sait qu'actuellement, c'est quelque chose qui est remarquablement bien accepté par les Français et que donc on n'a pas de sujet de recours ou de difficultés qui puissent exister par ailleurs. Ce problème d'intermittence, on va devoir le régler de différentes façons. Une des façons importantes, c'est ce que je me mets, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que la digitalisation doit permettre de ce que les usages de l'électricité cadrent avec les moments de production solaire. Donc ça peut se faire chez soi, c'est la domotique, mais ça peut se faire à une plus grande échelle, ça peut se faire au niveau des entreprises et ça peut se faire au niveau national. Et cette digitalisation, il faut la prévoir dès maintenant, parce que ça prendra du temps à être mise en place et à être fonctionnelle. L'autre aspect aussi qui est bien sûr important, c'est comment peut se faire un stockage plus important, un stockage qui puisse permettre de tenir une nuit complète en cas de besoin. Donc là, il y a plusieurs voies. Il y a d'abord encore la capacité de STEP annoncée par EDF, puisqu'ils disent qu'il y a encore 2 gigawatts de capacité supplémentaire de STEP qui puisse être utile. Ensuite, ça va être effectivement toute cette réflexion sur le stockage, batterie, mais ça peut être aussi le stockage qu'il y a chez nous. C'est le stockage qu'on trouve dans un ballon d'eau chaude, c'est le stockage qu'on peut trouver dans sa voiture, et ainsi de suite. C'est là où cette notion de digitalisation doit se démarrer tout de suite, parce que pour nous, si on veut en 2028 être capable de répondre à ça, ça sera un élément essentiel. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser quelques questions et puis après, je passerai la parole à Madame la rapporteure. La première question que
que j'ai, ça rejoint ma demande de tout à l'heure, c'est nous avons eu lors d'une audition le fait que le solaire avait déjà dépensé 25 milliards de subventions publiques à ce jour et il y en avait encore 25 milliards à engager. Est-ce que c'est le même ordre de grandeur que vous avez? Alors, je ne sais pas sur quoi vous faites le 25 milliards. C'est-à-dire que vous Bah le si, faites, c'est à j'imagine, partir le des... 25 milliards historique. Oui, historique, c'est-à-dire à cause Mais des oui, prix mais de... ça s'appelle les engagements pris par l'État. C'est ce que j'appelle l'historique. L'historique et l'historique, on ne C'est le juste, je changera voudrais pas. recouper l'information pour savoir si vous avez la même info, si vous nous Le- le- confirmez l'or- ces chiffres. L'ordre de Juste... grandeur, ça veut dire que, on l'a vu dans les cours tout à l'heure, si on veut diminuer progressivement l'historique, il faut 10 ans par rapport à maintenant. C'est-à-dire que ça commencera à diminuer à partir de 2029. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des centrales qui ont eu les 20 ans et donc qui ne seront plus en soutien et ça diminuera, je dirais, assez vite à partir de là. L'ordre de grandeur me paraît pas tout à fait, oui. Vos contrats, les appels d'offres sont sur un contrat de prix garanti sur combien de temps? 20 ans. Au-delà de 20 ans, quelle est la durée de vie en fait d'une installation solaire au sol? 40 ans. Donc au-delà de 20 ans, vous estimez que vous n'avez plus besoin de prix de garantie? Il n'y a plus de prix garanti puisque tous les investissements sont amortis. Quel impact sur le prix de marché? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que finalement le prix de garantie favorisait la baisse des coûts et que ça favorisait en fait... enfin, Non, comment mais, dire? Ça vous apporte une visibilité par rapport au prix du marché, que vous pensez que les prix de marché vont plutôt augmenter, nous serons un des mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément totalement évident parce qu'on voit que quand il y a des prix de marché négatifs, c'est quand il y a une surproduction d'électricité et souvent c'est parce qu'il y a justement trop d'énergie non pilotable. Donc, est-ce que vous avez Alors, fait si des je peux me travails permettre, d'économie sur ce sujet-là le ou côté est-ce que je suis non pilotable me paraît être pas approprié dans la bon, mesure où intermittente? oui, intermittente, ce qui est pas tout à fait la même chose. Bah, justement, c'est ce que on revient sur ce qu'on disait, c'est que ça rentre exactement 2028 va commencer à se poser cette question, c'est-à-dire que, mais honnêtement, cette question on l'a déjà actuellement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le solaire va croître, de fait, à midi au mois d'août, il y aura beaucoup de production solaire qui va être produite. Et si on tombe un jour de grand vent? Si en plus, bon, c'est pas toujours très compatible, mais ça peut arriver. Bon, le fait est qu'il faudrait que ça soit sur toute l'Europe et que actuellement, je dirais, la gêne est minime. Pourquoi? Parce que le solaire ne représente jamais que 2%, et c'est pas ça qui va effectivement faire sauter les prix de marché. À terme, c'est une question, et c'est pour ça qu'il y aura des phénomènes de lissage qui vont être demandés. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des contrats avec les différents distributeurs et de nous demander de lisser, de décaler dans le temps pour permettre effectivement qu'il y ait des moments où on retrouve des électrons et des moments où effectivement les électrons n'aillent pas sur le marché. C'est là où je vous dis, c'est toute cette digitalisation qu'il faut prévoir. Parce que plus on prendra l'importance, plus les autres énergies renouvelables intermittents aussi prendront là, il y aura tout ce travail à faire pour éviter que le prix de marché fasse n'importe quoi. Et qui doit prévoir ça, cette bah, numérisation? La numérisation, là, ça se fait naturellement. Mais ils sont déjà en train de travailler dessus. Hein. Mais C'est RTE, RTE. c'est les distributeurs ou c'est RTE? C'est RTE. Mais il le fait aussi en liaison avec nous. C'est-à-dire que il va nous demander un certain nombre d'éléments. Ils vont en déduire un certain nombre de choses et on va travailler ensemble pour le faire. Ceci étant, ce sera l'intérêt de tout le monde d'éviter que les prix de marché fassent n'importe quoi. Il y a un deuxième point que je voudrais éclaircir avec vous parce que c'est un point que j'ai pas bien compris entre la mécanique des appels d'offres qui va vous donner un prix garanti sur 20 ans. C'est uniquement pour les grandes surfaces. Comment ça se passe par rapport à une grange ou quelque chose qui s'équipe en fait de façon contractuelle en fait avec un installateur? Comment se passe le prix dans ce cas-là de rachat? Alors, il y a deux éléments. Les appels d'offres commencent à partir de 100 kilos. 100 kilos, c'est un grand hangar agricole. Pour donner, alors, en dessous, comment ça se en passe? dessous de 100 kilos, il y a un tarif de guichet, c'est-à-dire qui est prévu. Il y a un arrêté tarifaire qui est publié régulièrement, qui donne un tarif, qui fait que toute personne qui vient avec son dossier a le droit à ce tarif, et ce pendant une durée de 20 ans. Et donc, ça ne concerne que les petites installations.
Et de moins de 100 kg. ce tarif est renouvelé par la CRE tous les... Non, tous les trimestres, il est revu, en Il est général revu. à la baisse, ou même de D'accord. manière totalement à la baisse, de chaque trimestre. Et il est aujourd'hui à quel prix par rapport au prix d'appel d'offres? Il doit être à 110 € pour les installations entre 36 et 100 kg. Il doit être à 120 € pour les 9-36. Et ensuite, il est à 150 € pour le résidentiel de moins de 9 kg. Alors, sur le Et résidentiel, sur les appels d'offres, aujourd'hui, on est à... C'est ce que vous disiez tout à les l'heure. appels d'offres en toiture, donc à partir de 100 kg, on tourne autour de 90-95 € le mégawattheure. Et plus on va grossir, plus ça diminue. Et au sol, on est en moyenne au dernier appel d'offres à 58. Je passe la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour toutes ces explications. Alors, d'abord quelques questions pour bien comprendre ce que vous avez pu expliquer jusque-là. J'aimerais bien revenir sur la slide qui présente le S3 RENR. Pour comprendre exactement ce qu'on paye dans ce cas-là. Parce qu'en fait, c'est l'adaptation du réseau qu'on demande aux producteurs de payer pour qu'ils puissent se raccorder au réseau. Mais vous disiez que dans d'autres pays européens, ça ne se passe pas pareil. Et je me demandais par rapport à la question qui était celle de Madame la vice-présidente sur la question qui était de dire l'autoconsommation en contrepartie. Là, on a la critique des freeriders qui, eux, ne payent pas le réseau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'un deal d'un côté en disant finalement c'est les producteurs de NR qui prennent en charge une partie de coût qui ailleurs est pris en charge par le collectif, et là, quelque part, le collectif qui prend en charge une autre partie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux savoir si c'est une logique de répartition des coûts qui serait autre en France qu'à d'autres endroits. Voilà, Alors, il faut savoir qu'effectivement, toutes les petites centrales ne sont pas soumises aux mêmes taxations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de S3 RNR et il n'y a pas d'IFER, notamment pour toutes les centrales de moins de 100 kg. Donc ça, c'était un choix, j'imagine, politique qui a été pris et qui n'a jamais, je crois, été remis en cause et qui fait qu'effectivement, eux bénéficient de tout ce qui est fait à côté au niveau du réseau, mais sachant qu'objectivement, ils ne pèsent pas grand-chose sur le réseau. Donc il n'y aurait pas beaucoup de raisons de leur faire supporter ça. Par contre, ils payent le raccordement. Oui, le raccordement, c'est donc de la distance entre l'installation et la ligne électrique sur laquelle va être envoyé tous les électrons. Et justement, ça vous disiez, puisque votre slide-là, il est comparatif à d'autres endroits en Europe. La question, c'est par rapport à ça, à d'autres endroits, est-ce que vous disiez que ce coût-là de raccordement a été pris en charge par la collectivité? En contrepartie, est-ce que les gens payent, je veux dire, le fait qu'ils utilisent quand même le réseau, eux? Je veux dire, est-ce qu'il y a une logique de, nous, on a une gratuité quelque part, mais on paye d'un autre, ou in fine, c'est payé par le consommateur. En Allemagne, c'est un transfert. En France, c'est le producteur qui le paye. En Allemagne, c'est le consommateur. Mais c'est des vases un peu communicants, c'est-à-dire qu'ils auront un prix de rachat qui sera plus faible, et en échange, c'est le consommateur. Ils auront effectivement un système de raccordement qui sera moins cher. Donc, quand on met ça, c'est avant tout parce qu'il y a des comparaisons qui se font avec d'autres pays, et on a régulièrement des gens, mais pourquoi est-ce que vous êtes plus cher qu'en Allemagne où il y a moins de soleil? Et la réponse, elle est là. C'est simplement dans cette suite de comparaison. Juste pour vous apporter des éléments complémentaires, aujourd'hui la question du S3 RENR, qui est ce que payent les producteurs de grandes centrales pour accéder au réseau, c'est quelque chose qui va être payé sur 20 ans, alors qu'on va financer une infrastructure réseau qui va durer 50, 60, 80 ans. Donc on pourrait se poser la question de se dire, est-ce qu'on doit le financer au travers du S3 RENR ou au travers du TURP qui finance habituellement les infrastructures réseau? Et je voudrais juste revenir sur cette notion de les autoconsommateurs sont des free riders du réseau. Vous l'entendez beaucoup, mais aujourd'hui, il faut avoir en tête que l'autoconsommation, c'est moins de 0,01% de la consommation électrique des Français.
Donc c'est juste pour se donner des ordres de grandeur. L'impact macroéconomique, il est en dessous du 13, c'est moins que les pertes de réseau, etc. Il faut avoir en tête qu'il y a d'autres freeriders qui ont beaucoup plus d'effets, entre guillemets. Aujourd'hui, on installe 100 000 pompes à chaleur et 100 000 chauffe-eau thermodynamiques par an. Ils font baisser la consommation d'électricité de façon importante et largement beaucoup plus significativement que l'autoconsommation. A-t-on un jour accusé les gens qui s'équipaient de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamiques de moins contribuer au TURP et à la péréquation tarifaire? Je ne le pense pas. Donc il y a la bonne économie d'énergie et la mauvaise économie. L'effet, c'est que ces gens qui s'équipent aujourd'hui vont consommer moins d'électricité et donc vont moins contribuer en termes de TURP et de CSPE, TICFE. Alors, j'entends votre remarque, mais c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où, dans le cadre de ceux qui réduisent leur consommation et continuent de payer le bénéfice, enfin l'utilisation du réseau, tandis que dans l'autoconsommation, il y aurait le fantasme quelque part de se dire qu'on peut être complètement indépendant du réseau, alors qu'en réalité, le réseau, il apparaît aujourd'hui, bien l'autoconsommation, ça représente 20 à 30% de sa consommation. Donc ça veut dire que pour le 70 à 80%, on reste contributeur du réseau électrique et de la production plus ou moins centralisée. On paye sa part fixe de TURP dans son abonnement. Donc il y a uniquement la part de flux qui va un petit peu baisser. Et par ailleurs, on peut aussi avoir des effets positifs qui restent à évaluer. Aujourd'hui, on va pouvoir, on y travaillait ce matin avec l'AVER, travailler sur la réduction d'investissement dans le réseau pour favoriser l'électromobilité. De fait, produire localement, en fait, on va moins avoir besoin au niveau local de renforcer le réseau. Donc ça, c'est quand même, on va faire une économie de TURP. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On va contribuer à limiter la pointe d'été au niveau de la clim. Le changement climatique fait qu'il y a de plus en plus de canicules, il y a de plus en plus de pointes d'été. Avant, il n'y avait que la pointe du soir à 18h ou 19h l'hiver. On commence à la voir arriver l'été. Ça tombe bien, là où il y a du soleil, où il fait chaud, on produit on produit de l'électricité solaire. Donc on va pouvoir soulager le réseau et à évaluer également au niveau des pertes qui sont associées. Enfin, il y a le photovoltaïque simple et le photovoltaïque avec stockage, aujourd'hui, coûte moins cher que de la production thermique dans les zones non interconnectées. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, en mobilisant activement du photovoltaïque avec et sans stockage, on pourrait baisser le coût de la continuité territoriale, alors qu'aujourd'hui, la CSPE sert à subventionner le CO2 dans les îles. Donc là aussi, on pourrait du coup faire une économie de la continuité territoriale grâce au photovoltaïque. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudrait mettre à l'actif de l'autoconsommation et comparer à ce qu'on perd un peu en termes de recettes de TURP pour regarder quel est le bilan. Oui, donc vous avez le sentiment que là, aujourd'hui, on fait un débat tronqué sur ce sujet-là, qu'en réalité, c'est des arguments qui sont amenés uniquement dans un sens et qu'on ne regarde pas l'autre partie, si je vous écoute bien. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, ce serait que vous puissiez nous envoyer des éléments chiffrés, relevant d'études, voilà, avec les sources qui vont bien en face pour qu'on puisse effectivement creuser ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent et ça nécessite d'être mis en balance de ce que vous évoquez aujourd'hui. Et Je crois qu'il faut vraiment... on parle beaucoup de l'autoconsommation, mais ce qu'on disait tout à l'heure, ça correspond à quasiment rien actuellement. Donc, quelque part, nous, en tant que profession, on voit très clairement qu'il n'y a pas de soutien particulier en faveur de l'autoconsommation. Elle est en France, et on le voit même dans les objectifs de la PPE qui sont plus ou moins ridicules. Excusez-moi l'expression, puisque c'est déjà atteint actuellement par rapport à ce qui est prévu en 2028. On signale quand même qu'il y a un appétit énorme des Français pour ça. C'est qu'actuellement, toutes les enquêtes le montrent, et on le voit dans les chiffres, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une croissance très forte de la demande d'autoconsommation, notamment en particulier. Donc, on fait ce qu'on veut. Nous, on considère qu'on prend du retard. On prend notamment du retard vis-à-vis des industriels, parce qu'un jour ou l'autre, pour eux, ça sera de toute façon plus économique de faire de l'autoconsommation. Ils ne demanderont pas la permission, puisque ça peut se faire automatiquement, et on n'aura pas prévu le coup. Donc, notre frilosité va se retourner contre nous à terme, et ne nous paraît pas spécialement, justement, quelque chose qui est tourné vers l'avenir, mais plutôt quelque chose qui est tourné vers le passé. Ceci étant dit, nous, on a abandonné d'en parler, j'en ai même pas parlé dans mes liminaires, à la fois parce que c'est objectivement pas l'enjeu actuel du photovoltaïque,
Et deuxièmement, comme on sent qu'il n'y a pas de soutien derrière, et que ça ne représente rien, on ne va pas passer des heures dessus. Juste pour conclure sur ce qu'on peut mettre à l'actif de l'autoconsommation, le dernier point, c'est la dimension sociale de la lutte contre l'intensité de la précarité énergétique qui va aller croissant avec les augmentations à venir du coût de l'électricité. Aujourd'hui, 1 kilowatt, ça permet d'économiser 150 € au prix de l'électricité d'aujourd'hui sur la facture d'électricité d'un précaire. Donc on peut imaginer avec un plan d'équipement, c'est un chèque énergie envoyé tous les ans, mais c'est finalement un service public d'électricité rendu en nature, localement, directement, qui demain montera avec l'augmentation du prix de l'électricité à 200 €. Donc on voit que finalement 1 kilowatt va générer 6 000 € d'économie sur la durée de vie de l'installation. Pour des personnes qui sont précaires, c'est une autre façon de rendre un service public de l'électricité, pas de façon centralisée, mais là de façon, on peut inventer des nouvelles dimensions de solidarité territoriale à l'échelle locale. Donc merci pour ça. On pourra, je pense, avoir l'occasion d'avoir des éléments complémentaires de votre part. Je voulais vous poser une question sur la question de la compatibilité entre le solaire et l'éolien sur la réduction de l'intermittence. Une partie de la réduction des effets d'intermittence, c'est de s'appuyer sur la question du foisonnement et de la complémentarité, semble-t-il, je le dis sous votre contrôle, entre l'éolien et le solaire, sous le principe que quand on a du vent, en règle générale, le solaire est un peu moindre. Quand on a du solaire, on a peut-être un peu moins de vent. Mais l'avantage d'avoir ça un peu réparti partout, c'est que, a priori, ce foisonnement réduit de beaucoup la partie incertaine, quelque part, des énergies renouvelables. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez et que vous accompagnez d'une manière ou d'une autre ? Je dirais que quelque part, c'est un peu un constat, c'est qu'effectivement, il y a du vent en hiver et de temps en temps la nuit, et qu'il y a plutôt plus de soleil l'été. Donc les courbes, de manière macro, se correspondent assez bien pour que l'un et l'autre se complètent. Après, c'est vraiment le rôle de RTE, donc du gestionnaire de réseau, de caler les deux. Le solaire est certainement plus prédictible que l'éolien. Donc, pose moins sans doute de problèmes aux gestionnaires de réseau de se dire bon ben voilà, et je dois mettre ça en marche pour que ça marche, pour que ça fonctionne assez bien. On nous a, dans le cadre des auditions qu'on a pu faire, on nous a dit quand on pense ENR, il faut penser big is beautiful et pas small is beautiful. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous pensez en termes d'ENR et notamment sur les installations photovoltaïques? Est-ce qu'il vaut mieux de grosses installations que de toutes petites, ou est-ce que pour vous ça se concrétise pas comme ça dans votre filière? Comme partout, il y a des tailles qui sont appropriées et qui sont un mélange de plusieurs facteurs. C'est évident que plus vous allez faire du plus gros, plus vous arriverez à baisser les prix. Ceci étant, le phénomène d'échelle, à partir d'un certain moment, devient très limité. Une centrale de 20 MW ou une centrale de 50 MW, je ne pense pas qu'il y ait un énorme coût de différentiel. Par contre, celle de 50 MW pourra poser des problèmes. Poser des problèmes de raccordement, parce que il faudra trouver une ligne qui supporte ça, donc peut avoir des coûts supplémentaires. Pourra aussi avoir des problèmes d'acceptabilité, parce que ça veut dire 50 mégawatts, c'est 50-60 hectares de terrain de solaire. Donc le solaire qui est assez discret et qui foisonne un peu partout, si on commence à le dire qu'on fait des très grandes centrales un peu partout, ça va effectivement remettre en cause ça. Donc il y a un risque qu'on peut, si c'est mal géré, d'avoir une population qui, jusqu'à présent, y est très favorable, à commencer à être de moins en moins favorable. Donc le big is beautiful, je ne suis pas sûr que ça s'applique, je dirais, jusqu'au bout de la logique dans le solaire. C'est évident qu'il faut mieux avoir, il y a des certaines tailles, et que c'est mieux d'avoir une centrale de quelques mégawatts qu'une centrale de mégawatts, surtout au sol. En toiture, c'est pareil, il y a un niveau d'échelle à un certain point, mais au-delà d'un certain point, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de phénomène de taille qui soit significatif après. Quelque part, la filière qui est la vôtre fait qu'on a une, comment dire,
un historique qui nous permet d'avoir des enseignements à ne pas répéter, j'ai envie de dire, dans le sujet des ENR. La manière dont vous avez été accompagné très fortement d'abord par les politiques publiques, puis quelque part parce que ça s'est emballé et qu'il y a eu une forme de bulle solaire, on a parlé de la bulle solaire, et qu'on a lâché la bulle. Alors, heureusement, peut-être, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, cette bulle, elle s'est arrêtée net et on a divisé à ce moment-là par 2 les emplois. Mais la question de la division des emplois, c'était aussi, sauf erreur, ça a aussi beaucoup tué les capacités d'innovation de la filière. C'est-à-dire que la recherche et investissement qui étaient faits à ce moment-là s'est retrouvé un peu coupé. Ce qui a permis à d'autres pays à ce moment-là de doubler la France alors qu'elle était sur une logique de pointe. Enfin, voilà, je fais des suppositions, vous les corrigerez autant que nécessaire. Et la question derrière aujourd'hui, on voit renouveler une forme à nouveau d'engouement pour le solaire, avec de nouveau les risques qu'on a vus la première fois, mais alors cette fois avec une difficulté qui sera que l'État ne pourra pas mettre un frein, puisque là, c'est le coût des panneaux qui a baissé de manière très importante, et on voit de nouveau se propager des formes d'éco-délinquants qui vous avait fait du tort sur une première partie de la filière, qu'à cette époque, on avait du mal à contrôler parce qu'il y avait, je me rappelle très bien toutes les émissions qu'on avait pu avoir grand public pour mettre en garde sur les installations défectueuses. Et aujourd'hui, on ressent un petit peu ça. Qu'est-ce que vous préconiseriez pour lutter contre ce risque-là ? Parce que l'objectif, c'est bien d'accompagner une filière saine et d'éviter qu'on puisse effectivement, typiquement, acheter son panneau photovoltaïque presque à la boulangerie du coin et de l'installer avec grand renfort de malfaçon, et qu'au final, finalement, ça fasse du tort au développement pérenne de cette filière qui, finalement, se remet à nouveau vers quelque chose de stable et de construit. Donc, quelle mise en garde est-ce que vous avez tiré des premiers enseignements pour les avoir sur le second ? La mise en garde, on va commencer par le début. C'est clair que l'engouement qu'il y a eu, la bulle, globalement, on a beaucoup trop tardé pour réagir. Je dirais même que la profession et notre syndicat notamment avaient alerté les pouvoirs publics en disant on ne va pas continuer comme ça, il faut diminuer les tarifs. Or, on a eu une augmentation. Donc, il y a eu une gestion qui n'a pas été bonne, soyons clairs, à l'époque du solaire, et qui nous a coûté très cher, parce que je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est nous qui avons payé ça in fine. Ça a été très douloureux. Il y a eu je ne sais pas combien de dépôts de bilan qui a été fait là-dedans. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, ça a été une catastrophe payée en premier par les uns par les autres. Les Français en payent une autre partie avec effectivement tout ce soutien qui a été et qu'on peut considérer comme étant abusif. Donc, on a beaucoup trop traîné. Et on ne va pas revenir dessus. C'était quelque chose qu'on nous fait porter sur nous, mais sur lequel nous on considère qu'il y a une autre partie qui ferait bien de se remettre aussi en cause dans le mode de gestion de ce qui a été fait, et que les spéculateurs aient été peut-être accompagnés de l'autre côté par des gens qui ont été pour le moins assez insouciants et pas capables de réagir en temps et en heure. Le deuxième point, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un moratoire. Le moratoire en tant que tel, on le comprend. Et donc, ça n'a jamais été une question de dire il ne faut pas un moratoire. On allait vers un endroit qui était plus tenable pour la collectivité. Le moratoire se justifiait. Par contre, la gestion du moratoire, le temps qu'on a mis pour redonner un petit peu, on a mis toute une profession en mode survie. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a plein de talents qui sont partis. Il y a plein de jeunes qui étaient formés sur le solaire, qui étaient passionnés, etc., qui du jour au lendemain se sont trouvés sans emploi et qui du jour au lendemain ont été complètement écœurés là-dessus alors qu'ils avaient été formés là-dedans. C'est un énorme gâchis qui a été fait. Donc, oui, un moratoire, mais il faut savoir le gérer après. Et là, à l'époque, il faut aussi la rappeler, c'est qu'à l'époque, on considérait que le solaire, c'était un gadget écolo, si on prend les termes. C'était pas de l'énergie, c'était pas de l'énergie sérieuse. Et il a fallu des années pour effectivement, à force de montrer que nos coûts baissaient, il n'y a pas que on reprendra sur l'histoire de ce que vous dites sur les panneaux, il n'y a pas que les panneaux qui ont baissé, c'est tout un ensemble qui a abouti à ça, et qui fait qu'on est devenu compétitif et qu'on était reconnu en tant que tel par l'ensemble des vrais gros énergéticiens comme étant c'est une énergie sur laquelle on doit compter dans le futur. Donc je pense que là-dedans, il y a vraiment une notion de gestion,
dans des domaines qui sont aidés par l'État, et c'est fondamental qu'entre l'administration, les élus, parce qu'on est aussi très lié aux élus et aux élus de terrain, et les professionnels se voient régulièrement, ce qui a été fait honnêtement pour la PPE, pour dire qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui a un coût. Honnêtement, l'administration, et on parle de la DGEC, nous, on note une évolution considérable de leur attitude vis-à-vis de nous sur ces dernières années. Je veux dire, il y a eu un revirement, on travaille en partenariat et ça se passe effectivement relativement bien avec eux, même si on n'est pas toujours d'accord sur les solutions qui sont prises. Juste pour vous répondre sur la problématique d'éco-délinquance, Enerplan était très favorable et a été entendu par le ministère à ce que le nouvel arrêté tarifaire de mai 2017 inscrive l'exigence RGE dans le domaine de photovoltaïque. Il faut être qualifié RGE pour que le client puisse bénéficier des aides publiques. Jusqu'alors, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi et le client recevait de l'aide publique ou pas, selon si son installation fonctionnait. Premier point. Aujourd'hui, ce qui est... Les éco-délinquants se sont reconvertis sur le marché de l'autoconsommation sans aide. Donc en faisant souvent des promesses illusoires, en faisant du porte-à-porte, en vendant sur foire, etc. Aujourd'hui, la seule barrière qu'il faudrait, c'est au niveau des organismes de crédit, qui voient une jurisprudence de la Cour de cassation de plus en plus sévère à leur encontre, exige que l'entreprise soit qualifiée RGE pour pouvoir faire un prêt associé à une installation photovoltaïque. Ça permettrait de se prémunir. Aujourd'hui, quand on est qualifié RGE et qu'on est novice dans la qualification, on est contrôlé sur sa première ou deuxième installation. Parce qu'on a fait un partenariat avec Consuel, donc avant la mise en service. Donc, voilà, on a aujourd'hui un des dispositifs les plus sérieux qui se faille pour contrôler le photovoltaïque. Et ça tombe bien parce qu'on demande l'accès au réseau où on déclare son installation. Donc quelque part, Enedis l'identifie. Il y a une attestation de conformité Consuel. Et nous, on est capable d'aller contrôler aujourd'hui que l'entreprise fait bien ou mal. Et si elle fait mal, de lui donner un carton rouge et qu'elle sorte du dispositif. Donc, conditionner l'obtention de crédit au fait d'être RGE, ça aujourd'hui, ça n'est pas encore... ça ne l'est pas, ça peut être volontaire de la part des organismes de crédit. On a réussi à leur faire déjà exiger l'attestation Consuel, juste qu'on est intervenu auprès de l'autorité de prudence et de contrôle. Non, mais ça, c'est quelque chose que vous encourageriez pour éviter le... Tout à fait, c'est quelque chose qui serait complémentaire à l'attestation Consuel pour éviter que les gens se fassent avoir par n'importe qui. Un dernier mot sur la question de l'innovation dans la partie solaire, parce qu'en fait, il y a encore, je crois, de grandes marges de progrès sur ce secteur. Est-ce que vous pensez qu'on investit suffisamment dans la recherche et le développement dans cette filière-là, ou est-ce que vous pensez que la majorité des choses ont déjà été... Non, on en est au balbutiement, même au niveau de la production d'un panneau solaire, on est à 20%, donc il y a des marges de progrès. Pas forcément avec la technique actuelle, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres techniques pour qu'il y ait des ruptures de technique pour aller plus loin, mais il n'y a pas de raison qu'on aille pas beaucoup plus loin. D'ailleurs, quand on parle de la future baisse du solaire, on voit bien qu'actuellement la tendance est plutôt de se calmer et d'être une baisse qui est moins sensible que ce qu'on a eu historiquement. Dès qu'il y aura de nouveaux sauts technologiques et que ça sera industrialisé, on va recommencer à replonger là-dessus, parce que les sauts technologiques sera à la fois une baisse du coût des panneaux, mais ça entraînera une baisse aussi de tout le reste, puisque les panneaux seront plus puissants, donc on aura besoin de moins de support, on aura besoin de moins de tout ce qu'on appelle la balance of system, et qui permet effectivement d'avoir un coût globalement beaucoup moindre. Merci. Est-ce que mes collègues, Monsieur Vincent Thiebaud, est-ce que je vous donne la parole? Oui. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour toutes vos explications très riches et très détaillées. Moi, j'aurais voulu vous interroger notamment sur aujourd'hui sur la partie territoriale, puisque pour moi l'enjeu notamment des énergies renouvelables, c'est de faire de l'énergie à la dentelle, je dirais, puisqu'on a déjà aujourd'hui une énergie existante. Le but du jeu n'est pas de remettre effectivement l'énergie existante qui est nucléaire, mais pour moi l'énergie renouvelable permettrait justement d'apporter des réponses territoriales comme vous avez évoqué. Aujourd'hui, nous avons une approche qui est très nationale dans les politiques énergétiques. Qu'est-ce qu'on pourrait demain faire pour permettre justement peut-être au territoire de se saisir un petit peu mieux de ces sujets au niveau du cadre réglementaire, normatif et éventuellement législatif? Il y a un premier point sur lequel on essaye de faire bouger les lignes actuelles, c'est au niveau des redevances, c'est-à-dire l'IFER,
elle devrait être beaucoup plus ciblée au niveau des communes que la situation actuelle. C'est pour nous quelque chose qu'on a du mal à comprendre, qu'on ne puisse pas le remettre à ceux qui sont effectivement sur le terrain en train de le faire. Le deuxième point sur lequel les territoires doivent absolument agir, c'est justement au niveau de l'acceptation de ces ENR. Et pour nous, c'est un élément clé, parce qu'on a besoin effectivement d'hectares, et que si jamais localement on n'avait pas ce soutien, et notamment des élus locaux, on obtiendrait vraisemblablement beaucoup de difficultés à obtenir les permis. Donc on a besoin d'avoir ce relais. Et le troisième vecteur qui est important au niveau local, c'est effectivement la disponibilité des terrains communaux, qui sont multiples, qui sont souvent peu ou pas utilisés. Chaque fois qu'on peut les transformer en centrales solaires, c'est un plus pour la collectivité locale. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, l'ingrédient de base. Après, il y a d'autres questions qui sont posées. Il y a la question des emplois locaux que peuvent entraîner justement les ENR. Pour nous, c'est un point important. Et je vous donne un exemple de ce qui se fait dans pas mal d'endroits. Quand vous avez une centrale au sol qui fait 20-25 mégawatts, que vous commencez à travailler avec le berger à côté pour que ces moutons viennent entretenir la centrale, mine de rien, vous redonnez de l'argent effectivement à un endroit qui est souvent isolé, parce que c'est souvent dans des zones qui ne sont pas les plus proches des grandes villes, et donc ça participe à ça. Pareil pour la maintenance, pareil pour la surveillance, pareil pour essayer de travailler avec toutes les entreprises locales. Ce que beaucoup d'entreprises essayent de faire de plus en plus, c'est de mettre effectivement dans l'investissement le plus de local possible. La question qui se pose après, c'est la question de la régionalisation. C'est une question qui est importante parce que c'est une question, je dirais, philosophique et politique. Est-ce qu'on veut, et c'est souvent un discours qu'on atteint sur lequel nous, on n'a pas à intervenir en tant que tel, qui serait de dire, eh ben non, il faut que l'énergie soit la même pour toute la France et tous les Français. Il n'est pas question de commencer à répartir régionalement et mettre des coûts différents suivant les régions. Si c'est ça, c'est une réponse. On agit, on s'adapte, entre guillemets, à cette raison politique. D'autres solutions pourraient être effectivement de dire, ben non, on peut régionaliser effectivement l'énergie, et notamment cette énergie photovoltaïque, puisqu'elle est, elle, très locale. Je dirais ça, c'est un choix, c'est votre choix, je dirais, plus que le nôtre. Nous, on aura à s'adapter à ce que le politique nous dira de faire, si c'est à quel niveau de le faire. Mais vous avez raison, dans les faits, nous avons deux types d'interlocuteurs, des interlocuteurs nationaux, parce que c'est eux qui donnent tout l'aspect réglementaire, mais énormément, tout est local. Les permis, c'est quelque chose qui se fait localement. Et donc, tout ce soutien avec les élus, etc., ça se fait localement. Donc, c'est à vous, je vous renvoie la balle, je dirais, sur tout ce qu'on peut faire là-dedans. C'est vraiment un peu votre choix et de savoir si tu as envie de le faire. De fait, nous sommes une énergie qui est locale et certainement qui peut aussi avoir une vocation régionale. Monsieur Hervé Pelois. Nicolas Turquois. Excuse-moi, Hervé Pelois était à côté de toi disparu. tout à l'heure. Non, Nicolas, je suis désolé, monsieur Nicolas Turquois, tout à fait. À toi la parole. Deux questions. Alors, je m'excuse, ma présence a été, comme l'énergie solaire, intermittente, donc j'ai peut-être loupé un élément, mais je voudrais avoir une vérification. Dans vos demandes, il y a une partie de demande d'installation photovoltaïque sur des terres agricoles. Je voudrais avoir cette précision. Du tout. D'accord. Non, Okay. Soyons clairs, c'est parti absolument pas. D'accord. Ok. Alors ça, c'est un point réglé. Je suis agriculteur. J'ai monté un projet photovoltaïque. J'ai eu les autorisations en 2010. Monté en 2011 et en 2013, les panneaux ont commencé à défaillir, des panneaux français. Ça a été une vraie difficulté pour moi, une centrale de 100 kW, une vraie difficulté pour moi pour faire face à la partie juridique. Et une fois que j'ai eu, le dossier vient de se solder, mais un retour de nombre d'affaires judiciaires, enfin
qui explose d'après un certain nombre d'avocats. Donc des gens qui se retrouvent dans des vraies difficultés, des agriculteurs qui ont porté eux-mêmes les projets qui se retrouvent dans des vraies difficultés. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là, hein, parce que moi, en l'occurrence, c'est un projet à 500 000 euros. Parce que entre ce qui est vendu, d'une durée de vie de 20 ans, il y a quand même un certain nombre d'installations où il y a des défaillances. Certaines, en l'occurrence, moi, c'était un producteur de panneaux français, d'autres, des interlocuteurs chinois qui n'existent plus. Donc ça, c'est une vraie source d'inquiétude qui existe sur le terrain et qui, au final, la mauvaise nouvelle fait plus tache d'huile que la bonne nouvelle. Donc ça refroidit un certain nombre d'agriculteurs, puisque c'est le sujet, à investir directement sur le sujet, même si les coûts d'investissement sont bien moindres que 2010-2011, bien sûr. Avant de vous donner la parole, je voudrais dire, puisque tu étais peut-être justement sorti de façon intermittente, que tout à l'heure, vous nous avez expliqué que la durée de vie était de 40 ans par rapport aux 20 que tu as annoncé tout à l'heure. Il y aurait 2 ans et demi. Donc, il y a un problème. Je vais être honnête, c'est ce genre de propos que vous tenez, c'est ceux qu'on craint toujours et qui viennent de l'historique. Donc, on vient toujours, moi, de ce que j'appelais le péché originel. L'engouement qu'il y a eu pour le solaire, à un instant T, a abouti à ce qu'effectivement, on est au démarrage réellement du solaire, qu'il y a eu un certain nombre de fabricants qui n'existent plus et qui ont fait des panneaux de mauvaise qualité. Il y a eu ça. Il y a eu aussi des règlements en France qui ont été assez bizarres sur les toitures. C'est qu'on devait faire des toitures qui, en même temps, de panneaux photovoltaïques qui assuraient l'étanchéité. Et c'est une source de problème qui n'est toujours pas terminée. Donc, pour dire qu'il y a effectivement, dans cette période-là, il y a eu des mauvais panneaux. Et il y a eu effectivement ces phénomènes d'étanchéité. Ce que j'espérais, c'est que ça soit maintenant gommé avec le temps, c'est-à-dire remis en forme, pour que les panneaux soient remis à des vrais panneaux et des panneaux qui marchent pour une durée de 40 ans, et en même temps que effectivement ces histoires d'étanchéité soient réglées par des travaux nécessaires qui sont faits et qui sont souvent à la charge des assurances quand les installateurs de l'époque étaient des sociétés sérieuses qui étaient bien assurées pour ce genre de travaux. Donc je sais qu'il y en a encore. J'ose espérer qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on a pu connaître. Je sais aussi que c'est honnêtement, pour toutes les nouvelles installations, c'est quelque chose qu'on entend quasiment plus. Mais on tombe toujours, on ne le dira jamais assez, toute personne qui veut se faire du photovoltaïque, et notamment chez les particuliers, doit faire très attention à la qualification de son installateur. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ça, je vous dis, entre guillemets... C'était un fabricant de renommée nationale. Enfin, il existe toujours. Il a été repris. Mais... Non, malheureusement, par EDF. Il a été repris, mais sans prendre toutes les garanties. Toutes les garanties de l'ancienne production n'a pas été reprise. Passif. Souci. Derrière ça, c'est à se demander s'il ne faut pas mettre une garantie supplémentaire dans la loi, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'alerte sur le fait que le photovoltaïque, dans votre projet, notamment vous parlez des agriculteurs, donc c'est la multiplicité, on va dire, de projets qui peuvent être importants pour le porteur individuel, mais qui sont, somme toute, très, très limités. Et donc, autant un gros faiseur peut avoir la capacité à avoir une protection juridique ad hoc, autant pour une multiplicité d'agriculteurs, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans ce genre de procédure. Donc ça peut être aussi un frein, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a une évaluation, parce qu'il faut avoir à faire appel à un distributeur d'énergie local ou pas. Et donc il y a un poids juridique qui est peu compatible avec la taille modérée de l'agriculteur, me semble-t-il. Pour moi, c'est un frein. C'est vrai que c'est complexe, mais ça, je vais vous répondre, bienvenue en France. On n'est jamais dans la totale simplicité. Ceci étant, objectivement, vous pouvez trouver facilement des professionnels qui sachent répondre à ça, qui sachent vous installer et s'occuper de toutes ces parties juridiques un peu compliquées qui existent.
Donc, ça existe. Ça, je me fais Mais- fort de la profession en tant que telle pour répondre à votre problème. Mais quand vous faites appel, quand vous faites appel à des cabinets juridiques et que l'installateur est un installateur de niveau national, et ils vous disent non, je ne peux pas aller contre cet installateur parce que un de mes associés dans le cabinet travaille pour cet installateur ou travaille pour une filiale de cet installateur. C'est extrêmement difficile de cibler des cabinets qui peuvent se retourner contre certains. J'ai eu un certain nombre de refus avant de trouver des gens qui n'étaient pas en lien avec, puisque des installateurs de taille nationale ont des filiales. Et donc, quand quelqu'un de votre cabinet, quand c'est des cabinets d'affaires, d'avocats d'affaires, vous disent, par déontologie, on ne peut pas attaquer quelqu'un qui est client ou dont une filiale est cliente d'un de nos collègues, c'est une vraie difficulté. Je peux vous dire que c'était ma première affaire juridique. J'ai essuyé des sueurs froides avant, au final, de trouver une solution à mon problème, mais j'ai des échos de personnes qui n'ont pas eu peut-être la ressource que j'avais, et pour lesquelles c'est des vraies difficultés. Bon, je pense que là, on est sur une base contractuelle et d'assurance, mais on prend la note. Sauf si dans certaines filières, comme on peut le voir, pas forcément la vôtre, on assèche en fait les compétences juridiques par les professionnels de la filière. Et c'est ce que veut dire Monsieur Nicolas Turquois. Mais je vais passer la parole à Monsieur Emmanuel Maquet, quitte à ce que vous puissiez répondre en même temps à cette remarque que j'ai faite un peu incisive au passage. Merci Madame la Présidente. Oui, simplement deux petits points. J'aimerais que vous nous confirmiez, enfin qu'on puisse purger peut-être ensemble une idée reçue. Vous aviez un chapitre des idées reçues, j'en ai une qui m'est restée et je voudrais peut-être vous l'évoquer. On nous dit de temps en temps qu'un panneau solaire, les premières années, il est très performant. Quelques années plus tard, il est nettement moins. Et là, on a parlé d'une échéance à 20 ans, voire à 40 ans. Quel est son rendement à 20 ans ou à 40 ans? Est-ce qu'il reste à 100% de ses capacités ou est-ce que progressivement il décline? Et deuxième point que je soumets à votre réaction, on a aujourd'hui beaucoup de difficultés et j'en suis d'ailleurs très heureux sur l'installation des éoliennes terrestres parce qu'on est parfois sur des périmètres classés à proximité de bâtiments historiques et avec l'avis des architectes des bâtiments de France. Alors je veux pas sous-entendre qu'il s'agirait d'installer des panneaux solaires sur certaines toitures, mais on a aussi sur certains bâtiments classés. Enfin, moi j'étais à la tête d'une collectivité où il y avait 600 maisons classées. On a les arrières, parfois des îlots où les toitures ne sont pas visibles. Est-ce que vous avez du retour de l'avis des architectes de bâtiments de France sur certains de ces aspects? Moi, dans la mise en place d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, j'avais essayé de travailler, essayer de sensibiliser mon ABF de l'époque. Il n'avait pas forcément été très sensible. Et je crois que c'est aussi un sujet que l'on a devant nous. Bien, juste sur le premier point, la dégradation des panneaux solaires, des performances des panneaux solaires. Il faut savoir que tous les grands fournisseurs garantissent à 25 ans. C'est le critère qu'ils ont. Certains vont même garantir jusqu'à 30 ans un taux de 80% de production par rapport à ce qui était prévu historiquement. C'est une garantie. Ce qui veut dire simplement, c'est qu'en fait, à 25 ans, on produira beaucoup plus. La baisse qui est considérée par les financiers, qui ne sont pas les plus aventureux là-dedans et qui prennent toujours multiples précautions, c'est de 0,5% par an. Donc, c'est pas un gros enjeu. C'est vrai qu'au fur et à mesure, et c'est ce qui est prévu dans tous les business plans, on anticipe effectivement chaque année dans le chiffre d'affaires le fait qu'il y aura une baisse de production, mais je veux dire, elle est somme toute assez limitée dans le temps. Les ABF, c'est aussi un bon sujet, parce qu'on a vraiment de tout en France. Et c'est ça où il n'y a pas d'égalité territoriale, puisqu'on a des très bons ABF qui sont des gens, au contraire, très imaginatifs avec les panneaux solaires, et il y en a d'autres qui sont totalement opposés par définition. Et comme on passe sur leur Foch-Caudine, il y a des cas où on avance, et des cas où on n'avance pas du tout. Donc il n'y a pas d'égalité territoriale par rapport à ça. Monsieur Vincent Thiebaud, vous aviez encore une question? Oui, une dernière question. Je voudrais revenir sur le début de votre intervention, notamment sur le coût de mégawattheure.
Donc aujourd'hui, c'est clair que le public, l'État, subventionne et permet effectivement le développement notamment du solaire. Et ça vous apporte une garantie pour développer cette énergie. Vous êtes aujourd'hui sur des coûts d'appel d'offres à peu près moyens au sol de 58 € mégawattheure, si je me souviens bien, Oui. à peu près. Aujourd'hui, nous savons qu'un des grands sujets actuels d'actualité, c'est l'acceptation justement du coût du décarboné et du coût de l'impact que ça, notamment dans le budget public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on revient sur votre coût, le 58 € mégawattheure. Quand on regarde certaines études qui sont faites, notamment par rapport à d'autres énergies installées, notamment comme le nucléaire, dont on ne pourra pas se passer totalement, ça faut être tout à fait clair. Mais aujourd'hui, on estime que le coût du nucléaire, on est à des coûts à minima, d'après la Cour des comptes, à 60 € de mégawattheure, si on prend le coût complet, c'est-à-dire le cycle de vie entre la construction, la production, la maintenance et démantèlement. Et dans certaines études, on parle même de 80 €. On parle notamment de Flamanville. Aujourd'hui, on est à un coût de 110 €. Donc, est-ce qu'on peut estimer et dire aujourd'hui, justement, en termes d'acceptabilité aussi, que l'investissement que nous faisons actuellement sur les ENR, c'est aussi un pari sur l'avenir, un investissement sur l'avenir, de pouvoir avoir un coût de l'énergie qui sera aussi acceptable par l'ensemble de la population? Je reviens vous entendre sur ce sujet. La réponse, je dirais, elle est un peu mathématique, oui. De fait, le solaire qui est fait maintenant, j'insiste bien, par rapport à l'historique, aboutit à ce qu'il soit acceptable parce qu'il est plus ou moins une notion de prix de marché et qu'il n'est pas plus cher finalement que les énergies existantes. Donc de ce côté-là, on joue notre rôle. On est compétitif et on a des avantages au niveau, je dirais, d'énergie décarbonée propre qui nous permettent effectivement d'envisager ce développement. On a bien évidemment cette histoire d'intermittence qui est à régler. Donc jusqu'à 10% de nous, de notre part, on considère qu'on n'a aucune difficulté. Il n'y a pas de surcoût. On ne fait que faire bénéficier toute la collectivité d'une énergie très compétitive et qui se mixe très bien avec l'existant. La question se posera à un moment donné si effectivement on arrive à être le coût du solaire plus du stockage arrive à être plus performant que n'importe quelle autre énergie, et ça posera des questions certainement à terme. Il y a des rapports de l'ADEME qui prévoient qu'à terme, on peut mettre 2050, quelles que soient les années, que les ENR, plus de stockage, arriveront à être les plus performants. Le solaire le montre. Je dirais que la courbe que vous voyez là est une courbe qui n'a pas de raison de s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits mouvements de hausse, de baisse, etc., mais que globalement, on va sur du long terme, on va continuer à baisser. Donc, on va participer effectivement à alléger la facture des Français dedans. Le calcul est plus complexe. Pourquoi il est plus complexe? Parce que le solaire, actuellement, se rajoute par rapport à d'autres énergies. Donc, le calcul, il faut voir ce qui va pouvoir être exporté, ce qui va pouvoir... quand on remplace ça par rapport à du charbon ou par rapport à ce qu'on fait actuellement, par rapport à du charbon ou par rapport à du thermique, quel qu'il soit, dans les faits, c'est vrai que c'est du direct, ce qu'on fait bénéficier, que ce soit au niveau carbone ou que ce soit au niveau des prix. Après, les questions seront certainement plus complexes quand on commencera à toucher d'autres éléments, notamment le nucléaire. Merci beaucoup. On investit pour l'avenir. Et la dernière question, puis après on va lever l'audition. Daniel Hérin. Oui, merci beaucoup. Donc, député de l'Aude, j'aimerais savoir si vous avez des expériences de participation de collectivités ou d'agriculteurs ou de caves coopératives à la gouvernance de l'installation, et si oui, quel retour vous avez? C'est le cas actuellement pour parfois des projets d'éoliennes. Alors, ça existe aussi dans le solaire, c'est ce qu'on appelle le participatif, sachant que dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges des appels d'offres, il y a effectivement là aussi des points supplémentaires si on ouvre le capital pour faire du participatif. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est chez nous soit avec des SEM assez souvent, qui peuvent être donc des collectivités locales qui ont envie d'investir dedans, ou des citoyens
du département ou des départements limitrophes qui investissent dans les installations. Ça se fait même beaucoup, parce que je crois que beaucoup des dernières centrales, des derniers appels d'offres, je crois que la majorité d'entre eux ont prévu du participatif. Donc pour nous, c'est important, parce qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce maillage local qui renforce effectivement à la fois l'acceptabilité, parce que les gens se sentent très concernés, et qui nous ouvre effectivement un certain nombre de portes. Les maires sont en général assez friands de ça. On se rend compte qu'après, quand il faut payer, ils sont peut-être un peu moins friands et ils disent qu'ils disent ça, mais sur le principe, ils adhèrent complètement. Et quand effectivement, on vient localement présenter une centrale et dire est-ce qu'on demande du participatif, il y a toujours un très bon accueil qui est fait. Merci. Merci.